Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a à peu près un an, donc en février 2016, notre orateur de ce soir, Michel Blanc, et Didier Foucault, qui est un historien de l'histoire des sciences à l'Université Toulouse II, vous ont retracé les grandes étapes de la révolution astronomique du XVIe et XVIIe siècle. Et ils ont souligné l'importance de l'observation, des premières observations des satellites de Jupiter par Galilée à partir de 1609. Alors ce soir, Michel Blanc donc, revient nous parler des systèmes planétaires, systèmes de lune, autour des planètes, autour des corps de Jupiter et jusqu'à Pluton. Et il va surtout nous parler des découvertes, des récentes missions spatiales. Il va nous dire comment on essaie de reconstituer l'histoire de ces systèmes planétaires. Et puis il va nous parler un petit peu des missions qui vont venir. Alors pour ne parler que des fonctions actuelles de Michel, il est donc astronome à l'IRAP, donc l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, ici à Toulouse. Il est directeur exécutif à un institut des sciences spatiales internationales donc, qui se situe à Pékin. Donc il y a plusieurs instituts de ce type, mais il y en a un à Pékin dont il est actuellement donc, le directeur exécutif. Et puis je signale, dans un passé assez récent, il était directeur général adjoint de recherche à l'École polytechnique. Alors, Michel est aussi membre de l'Académie de l'air et de l'espace, et c'est dans ce cadre-là que j'ai l'honneur et le plaisir de le rencontrer de temps en temps. Michel est un spécialiste des magnétosphères planétaires. Il est un grand artisan de missions spatiales, notamment vers Jupiter. Il est co-investigateur pour une mission de la NASA, en cours actuellement, qui est Juno. Il est aussi le principal initiateur d'une mission qui se développe actuellement pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Cette mission s'appelle JUICE, c'est une mission vers les lunes glacées de Jupiter. Elle est développée actuellement sous la maîtrise d'œuvre d'Airbus Satellite, ici à Toulouse, pour un lancement vers Jupiter en 2022. Donc Michel, évidemment, connaît tout ça très très bien et nous t'écoutons, Michel, avec le plus grand plaisir. Merci Jean pour cette introduction très, très aimable et flatteuse. Et je vais donc avoir le plaisir de vous parler ce soir des systèmes planétaires du système solaire. La raison est que nous avons plusieurs missions spatiales qui sont en vol actuellement et qui sont en train d'explorer plusieurs de ces systèmes. Alors pourquoi parler des systèmes planétaires et pas d'un système planétaire? Je vais peut-être commencer par expliquer cela. Vous avez ici un petit tableau qui vous montre les objets qui sont en cours d'examen actuellement par les sondes spatiales. En bas à droite, la mission Cassini qui est en cours autour de Saturne et qui va bientôt se terminer en septembre. En haut, la mission New Horizons, également de la NASA, qui a survolé en 2015 Pluton et Charon, et j'en parlerai un petit peu à la fin. Et puis la mission Juno, qui a commencé à voler autour de Jupiter le 4 juillet, comme il se doit, 2016, inaugure en fait une série de missions qui vont aller explorer le système de Jupiter. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces objets lointains du système solaire? Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de comprendre quelle est la vaste étendue du système solaire à laquelle il faut s'intéresser si on veut vraiment faire de la planétologie. Donc vous avez ici une représentation des orbites des planètes extérieures du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et vous voyez que depuis 1992 à peu près, on a découvert un nombre très très grand d'objets, ce qu'on appelle les objets transneptuniens ou parfois les objets de la ceinture de Kuiper, qui volent, si je puis dire, au-delà de l'orbite de Neptune et qui forment une espèce de disque étendu qui représente en fait un certain nombre de petits corps du système solaire qui sont les briques qui sont laissées, qui n'ont pas été utilisées dans le chantier de fabrication des grandes planètes, les planètes depuis Jupiter jusqu'à Neptune. Donc vous voyez qu'on est dans un système solaire qui est extrêmement étendu, dont on ignorait d'une certaine manière l'étendue jusqu'il y a peu de temps. Et ce dont je vais vous parler, c'est ce que nous faisons pour explorer cette vaste étendue qui se situe à l'orbite de Jupiter et au-delà de l'orbite de Neptune et qui se caractérise par la présence d'un certain nombre de systèmes planétaires comme je vais vous le montrer. Alors, pour situer cela,
Donc, au-delà de cette orbite de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper. Et c'est dans cette ceinture que situe le couple Pluton-Charon. Vous savez que Pluton, jusqu'à le début du XXIe siècle, a été pendant un siècle considéré comme une planète. Et puis Pluton a été dégradé en quelque sorte au rang de planète naine. Tout simplement parce que Pluton n'est que le représentant d'une vaste population d'objets dont beaucoup sont de la même taille. Donc il n'y avait pas lieu évidemment de garder Pluton dans la catégorie des grandes planètes. Plus à l'intérieur, donc nous avons donc l'orbite de Saturne, et je vais vous parler de Saturne dans un petit moment. Et puis encore à l'intérieur, l'orbite de Jupiter, on va parler de Jupiter. Et puis enfin, eh bien, nous sommes là, vous voyez que puisque Jupiter est à 5 unités astronomiques, dans cette carte-là, la Terre est vraiment tout à fait au centre, et encore, j'ai exagéré sa distance au Soleil. La Terre est à 1/5 de la distance Jupiter-Soleil, donc on est vraiment très très près du centre. Donc si on avait une vision d'un observateur extérieur, je pense qu'on pourrait presque dire qu'on ne ferait pas attention même à l'existence des planètes telluriques qui sont tout à fait au centre. Le système solaire est totalement dominé par les planètes géantes, pour donner quelques ordres de grandeur. En termes de répartition des masses des planètes, Jupiter à lui seul représente à peu près 75% de la masse totale du système solaire. Si vous prenez Jupiter et Saturne, ça fait 91%. Donc l'essentiel de la masse des planètes du système solaire est dans ces planètes géantes et dans leur système. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ? Eh bien parce que justement, ce ne sont pas seulement des planètes. Ce sont, à juste titre, des petits systèmes planétaires dans le grand. Et je m'explique. Donc les systèmes planétaires, finalement, aujourd'hui, et après ce qu'on a appelé la révolution des exoplanètes, on en connaît 3 grandes classes. Alors la première classe, c'est un objet, évidemment, c'est le système solaire lui-même, je viens de vous le montrer. Mais ce système solaire recèle en son sein un certain nombre de petits systèmes planétaires dans le grand, les systèmes des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et quand on veut comprendre comment fonctionne un système planétaire, c'est-à-dire un ensemble d'objets tournant autour d'un objet central, pour faire simple, il est évidemment très intéressant d'aller voir sur place ces objets particuliers que sont les systèmes des planètes géantes, parce qu'ils portent en leur sein l'essentiel des mécanismes qui fonctionnent plus largement dans le système solaire dans l'ensemble, et également dans les systèmes planétaires que nous commençons à découvrir autour des autres étoiles, ce qu'on appelle les systèmes planétaires extrasolaires, dont la diversité est en fait énorme et très très considérable par rapport à celle du système solaire. Mais en étudiant les objets du système solaire et les systèmes planétaires du système solaire, donc ceux des planètes géantes en particulier, on va aider à mieux comprendre finalement ces objets nouveaux que sont les systèmes planétaires que nous découvrons autour des autres planètes. Alors quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'un système planétaire. Eh bien, c'est essentiellement une collection d'objets. J'ai pris l'exemple de Saturne parce qu'il est tout à fait représentatif. C'est sans doute le système planétaire du système solaire qui est le plus complet. Dans le système planétaire de Saturne, vous avez l'objet central ici, comme vous voyez. Autour de cet objet, il y a ce qu'on appellerait un disque de débris, donc l'anneau de Saturne, enfin les anneaux de Saturne. Vous avez ensuite des disques de gaz et de poussière, et ça c'est aussi caractéristique de certaines phases initiales de la formation des systèmes planétaires. Et puis, et bien sûr, un cortège de satellites. Et dans le cas de Saturne, vous reconnaissez bien sûr des petits satellites et un satellite qui est de la taille à peu près de notre Lune, et un seul qui est Titan. Saturne possède également une magnétosphère, et cette magnétosphère produit des aurores polaires, boréales et australes, comme notre propre Terre. Donc c'est un petit peu toutes les caractéristiques d'un système planétaire qu'on peut reconnaître dans ce système de Saturne. Donc on s'intéresse à comprendre comment la diversité de ces objets interagit entre eux pour produire un fonctionnement, pour faire de la physique, pour produire des effets. Et à vrai dire, on se pose la question, comment évolue un système planétaire ? Et c'est ça finalement la question qui va organiser cette présentation. Les systèmes planétaires du système solaire, quelque part, on cherche à comprendre à travers eux quelles sont leurs origines, comment ils évoluent, comment ils fonctionnent, et finalement, quels sont bien entendu leurs potentiels à partir de la formation et de leur évolution pour pouvoir abriter des mondes habitables.
Donc dans le système solaire déjà, où sont les mondes habitables? On commence à le savoir. Et puis la question qui se pose bien entendu pour le système solaire, pour les systèmes des planètes géantes, c'est cette question-là. Est-ce qu'un système planétaire a les mécanismes en son sein qui sont nécessaires pour donner naissance à la vie, pour faire apparaître des mondes habitables? C'est un petit peu la question qui va orienter tout notre discours. Et on verra plus tard que dans le cas du système solaire, on sait à peu près où sont les mondes habitables. Et ça, c'est l'exploration spatiale qui nous a permis de le découvrir. Il y en a au niveau des planètes telluriques, donc au centre du système, près du Soleil. Mais il y en a aussi, comme on va le découvrir, autour des planètes géantes. Et c'est un petit peu le propos principal que je vais tenir ce soir. Alors cette exploration des systèmes planétaires dans le système solaire, elle a commencé, on peut le dire, avec Galilée. Et donc ça nous ramène un petit peu à la conférence que j'avais tenue l'an dernier. Galilée, on peut considérer qu'il est le premier explorateur d'un système planétaire. En 1609, il met au point la première sonde d'exploration du système solaire, c'est-à-dire la fameuse lunette astronomique. Alors, ça n'est pas lui qui l'a inventée, comme vous vous souvenez. Elle a été inventée par les Hollandais, mais il a été le premier, en tout cas l'un des premiers, à l'utiliser pour faire de l'astronomie, parce que, bien entendu, c'était un mathématicien et un physicien, et il s'intéressait aux applications astronomiques de cette découverte technique qui était la lunette. Et là, il a été effectivement l'un des premiers à le faire. Il tourne sa lunette vers le ciel et il commence à observer les objets du système solaire, évidemment. Et le premier qu'il va observer, et il relatera tout cela dans son ouvrage qui raconte ses observations, qui s'appelle Le Messager céleste, qui paraît en mars 1610, il commence par observer la Lune. Vous vous souvenez, c'est le premier objet qu'il regarde, la Lune. Et pour faire simple, eh bien, il conclut essentiellement que la Lune est un objet semblable à la Terre, en ce sens qu'elle a des plaines, elle a des montagnes, on voit des ombres portées sur la Lune. Et donc il met en avant la similitude profonde qui existe entre la Lune et la Terre. Donc je crois qu'il est assez clair que naît à ce moment-là exactement l'idée qu'il y a un système Terre-Lune, un ensemble de deux objets qui sont homologues. Et quelque part, c'est le premier, le plus petit des systèmes planétaires qu'on peut imaginer, la Lune tournant autour de la Terre. Mais dans sa relation de ces observations, il va mettre l'accent sur une autre observation qui est plus lointaine, qui est celle de Jupiter. Quand il observe Jupiter, il note « j'ai observé », donc ça c'était le 7 janvier 1610, 3 étoiles voguant autour de Jupiter, tout comme Vénus et Mercure tournent autour du Soleil. Donc là, quelque part, il a compris qu'il était en train d'observer un système de petits objets qui tournaient autour d'un gros objet. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de ce qu'on peut appeler un système planétaire. Donc pour la première fois dans l'histoire, Galilée voit un système planétaire de l'extérieur, on peut dire, tout comme au fond, aujourd'hui, nous voyons les systèmes planétaires des exoplanètes autour d'autres étoiles. Toujours de l'extérieur, évidemment, on mettra un certain temps avant d'aller les voir sur place. Pour Galilée, donc, les planètes tournent autour du Soleil et des satellites tournent autour des planètes. Et ça, c'est vraiment la démonstration du fait que, contrairement à la théorie géocentrique de l'univers, eh bien, on n'est pas dans un système où tous les objets ont en quelque sorte obligation de tourner autour de la Terre. La preuve, c'est que au moins les satellites de Jupiter tournent autour d'autre chose que la Terre. Et donc ça permet quelque part de casser le système géocentrique et de valider le système héliocentrique qui a été proposé quelques dizaines d'années avant par Copernic. Donc j'aime bien ce schéma qui est finalement le premier dessin un petit peu réaliste du système solaire qui a été fait par Galilée, dans lequel on voit le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune autour, Mars et puis Jupiter et ses 4 satellites. Donc là on voit très très bien que dans la représentation du système solaire que donne Galilée dès cette époque, il y a 2 petits systèmes planétaires dans le grand. Donc c'est vraiment là que commence l'histoire de la, on va dire, détection des systèmes planétaires dans le système solaire. Et c'est une autre personnalité scientifique qui va en quelque sorte faire la physique pour la première fois de ces systèmes planétaires. Alors, je vous en avais parlé également l'année dernière, c'est Pierre-Simon de Laplace, donc c'est un mathématicien essentiellement
et physicien et mécanicien de la fin du XVIIIe siècle, qui a traversé l'époque du roi Louis XVI, de la Révolution, du consulat, de l'Empire et de la Restauration, tout en survivant et je dirais même en prospérant à chaque étape. Et Laplace a laissé une œuvre absolument énorme sur la mécanique céleste et la compréhension des systèmes autogravitants, on dirait aujourd'hui, à partir des outils qu'avait formulés Newton dans sa théorie de la gravitation universelle. Donc, pour préciser un petit peu les choses, Laplace s'intéresse vraiment à la physique, au fonctionnement de ces systèmes autogravitants que sont les systèmes planétaires. Et il faut citer trois contributions essentielles. Il a travaillé sur le problème de la stabilité du système solaire, c'était le premier. Aujourd'hui, on le fait avec des outils modernes et avec de la simulation numérique, mais à l'époque, il l'a fait avec des outils analytiques. Le problème était d'essayer de se convaincre que, à partir de la loi de Newton, eh bien, a priori, tous les corps du système solaire interagissent avec tous les autres. Et donc, la question n'est pas triviale de se demander si, avec ça, on peut rester effectivement sur des orbites stables, telles qu'elles se produiraient si tout le monde tournait gentiment, si je puis dire, autour du Soleil, ou si les perturbations réciproques font que le système solaire devient instable. Donc Laplace a démontré, au sens mathématique, que le système solaire est stable sur un certain long terme et que donc les orbites des planètes ont été présentes pendant longtemps. Donc ça, c'est une première contribution qui donne une certaine pérennité à l'existence même du système solaire. Donc c'est absolument essentiel. La deuxième chose, eh bien, je vous ai montré tout à l'heure cette diapo où on parlait de la question des origines d'un système planétaire et aussi de leur habitabilité. Laplace se trouve avoir touché un peu des deux sujets, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, il a formulé à la suite de Kant et de façon indépendante la théorie de l'hypothèse de la nébuleuse. Il avait remarqué que toutes les planètes du système solaire tournent à peu près dans le même plan et dans le même sens, et il en avait déduit une hypothèse, donc c'était une conjecture consistant à dire que les planètes avaient dû se former à partir d'un disque de gaz et de poussière qu'il a appelé la nébuleuse, au sein d'un disque qui s'était formé initialement autour de l'étoile jeune du Soleil. Donc c'est la première théorie cosmogonique de la formation du système solaire. Or, aujourd'hui, après plus d'un siècle pendant lequel cette théorie avait été plus ou moins abandonnée, cette théorie est à nouveau considérée comme le fondement de la compréhension de la formation de systèmes planétaires, au point qu'avec les images de la radioastronomie, le radiotélescope ALMA en millimétrique, on observe aujourd'hui, on arrive à observer des disques protoplanétaires autour d'étoiles jeunes. Vous en avez une ici, au sein de laquelle même se trouve un certain nombre de structures qui sont interprétables soit comme des sillons liés à la formation d'une planète, soit comme des limites de formation des différentes glaces à l'intérieur de la nébuleuse. Donc, en tout cas, Laplace a formulé pour la première fois la théorie de l'origine des systèmes planétaires, et nous allons voir qu'elle s'applique au système des planètes géantes. Et puis la deuxième chose, la troisième plutôt, il a travaillé sur la dynamique des satellites de Jupiter, dont des observateurs avant lui avaient remarqué qu'ils étaient dans ce que l'on appelle une résonance. C'est-à-dire que Ganymède, Europe et Io, donc les trois satellites intérieurs du quadruplé, donc Io, Europe, Ganymède, Callisto, sont en résonance, en ce sens que lorsque Ganymède fait un tour, Europe fait 2 tours exactement, donc 2 révolutions, et Io fait exactement 4 révolutions. C'est ce qu'on appelle une résonance 1, 2, 4. Elle est parfaite, et à un nombre régulier de tours, les satellites de Jupiter retombent exactement dans la même configuration. Alors à l'époque, ça paraissait comme essentiellement une curiosité mathématique, sauf que, en fait, ça a plus de conséquences que cela, parce que si on regarde les conséquences de ces orbites en résonance sur les mouvements des satellites et sur la dynamique interne des satellites, eh bien, on s'aperçoit que la résonance dite de Laplace a une importance pour la dynamique interne des satellites. Et là, je vais l'expliquer juste avec cette petite diapo qui est simplifiée. L'idée, c'est qu'à cause de la résonance, les perturbations induites par un satellite sur les autres sont cumulatives au cours du temps.
et elles empêchent la circularisation des orbites. Donc chacune des orbites de Io, Europe et Ganymède reste légèrement non circulaire et donc elliptique avec une excentricité non nulle. Vous prenez l'exemple ici de Io. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Io, à cause de cette excentricité non nulle, se déplace radialement dans le champ de gravité de Jupiter. Et en faisant cela, le stress exercé par le champ de gravité de Jupiter le long de l'orbite va varier avec le temps. Donc vous êtes dans un système où en quelque sorte le champ de gravité de Jupiter va pomper en permanence, de façon périodique, sur Io, et même chose avec Europe et Ganymède. Et ce pompage mécanique se traduit bien entendu par un transfert d'énergie entre l'énergie de gravitation, donc l'énergie orbitale de chacun des satellites, et l'énergie interne du corps, et ça produit du chauffage. Donc ces corps qui a priori sont des corps froids et qui normalement devraient descendre vers des températures très basses, ont en fait des énergies internes importantes qui sont liées à ces effets de marée entre Jupiter, Europe, Ganymède et Io. Donc cette résonance de Laplace, elle joue un rôle très très important en fait dans la dynamique de ces satellites, au point que je vais maintenant vous parler donc de ces fameux satellites tels qu'on les observe aujourd'hui. À la suite des survols qui ont été faits par Voyager dans les années 81, donc Voyager Jupiter c'était 78, et après la mission Galileo dans les années 90, on a pu vraiment caractériser de beaucoup plus près les fameux 4 satellites galiléens, ceux qui ont été observés par Galilée en 610, donc à nouveau Io, Europe, Ganymède et Callisto. Alors, je vais rapidement évacuer Callisto, si vous me permettez. Vous voyez que Callisto, c'est un corps qui est cratérisé. A priori, il est froid et peu différencié. Pour m'intéresser aux autres, et ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Io, c'est un corps à l'intense activité volcanique. C'est en quelque sorte le plus grand corps volcanique du système solaire, en tout cas le plus intense. Et puis, entre les deux, entre ces deux extrêmes, Europe et Ganymède, sont des objets qui sont maintenus dans des états de jeunesse géologique importants. Vous voyez qu'à la surface d'Europe et de Ganymède, il y a des lignes de fracture. Donc ça veut dire que la surface est en permanence travaillée par des tensions, par de la dynamique, ça bouge. On voit aussi ces lignes de fracture sur la glace d'Europe. Et donc c'est vrai pour ces deux corps. Et la raison de cela, elle a été identifiée par tout d'abord Galiléo, c'est que précisément nous avons là ce que l'on appelle deux lunes-océans. Si vous regardez avec les méthodes de la géophysique ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux lunes, eh bien ce sont des lunes-océans. Et aussi bien Europe que Ganymède sont des objets dont la surface est faite d'une couche de glace, dont l'épaisseur est relativement mal connue. Mais sous cette couche de glace, nous avons affaire à deux océans. Dans le cas d'Europe, l'océan est au contact du manteau de silicate, donc on est dans une situation qui est très très proche de la configuration des océans terrestres, où les océans terrestres reposent sur le manteau. Dans le cas de Ganymède, c'est un peu différent. L'océan repose probablement sur une deuxième couche de glace à haute pression et haute température, donc dans une phase différente. Et donc là, on est dans une configuration géophysique assez différente. Donc l'une des motivations quand on va aller sur Jupiter, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans ces océans. Et évidemment, il est inutile de préciser que là où il y a de l'eau, où il y a de l'énergie avec ces effets de marée, et où par exemple dans le cas d'Europe, on a un manteau de silicate qui peut apporter un certain nombre des éléments essentiels à la formation des molécules de la vie, on pense à la possibilité de démarrage de la vie dans l'un ou l'autre de ces deux corps. Et bien entendu, c'est l'un des grands objectifs maintenant de l'exploration de Jupiter, d'essayer de comprendre si effectivement ces objets sont habitables et ensuite habités. Donc je vais vous parler un petit peu de cette exploration de Jupiter et en vous disant que très précisément, on est dans une situation où on va explorer Jupiter non plus maintenant pour faire un premier survol, en quelque sorte, pour simplement regarder ce qui se passe, mais avec une idée précise d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le système de Jupiter depuis les origines et de comprendre dans quelle mesure
on peut y trouver la vie. Donc c'est une recherche qui est en somme très finalisée par rapport à celle qui a fait l'objet des décennies précédentes. Un programme finalisé. Alors pourquoi on fait cela? C'est parce que justement maintenant on peut s'appuyer sur les missions précédentes. D'abord Voyager qui a fait des survols, donc une première reconnaissance. Ensuite Galileo qui a passé des années en orbite et qui a survolé et caractérisé tous les satellites. Et aujourd'hui, les missions suivantes, elles vont cibler sur des objectifs scientifiques plus précis. Alors de la quête des origines à la recherche de la vie, eh bien la première chose, donc la quête des origines, à savoir comment est-ce que le système de Jupiter s'est formé. Là, l'acteur principal, je dirais, c'est de comprendre comment l'objet Jupiter lui-même s'est formé. Et pour ça, il faut comprendre, on va le voir, c'est totalement lié, de quoi et comment il est constitué. Pour ça, la NASA a lancé en 2011 une mission dite moyenne, New Horizons. Donc c'est une mission à $1 milliard, donc pour la NASA, c'est une mission moyenne, qui est arrivée le 4 juillet 2016 en orbite. Elle s'est mise en orbite autour de Jupiter. Entre nous, je vais vous dire tout de suite pourquoi après, elle a eu de la chance. Mais bon, on est en orbite autour de Jupiter. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre le scénario de formation de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'on imagine de la façon dont les planètes géantes se sont formées? Alors, je vous ai montré tout à l'heure l'hypothèse de la nébuleuse qui a été formulée par notre ami Pierre-Simon Laplace au XVIIIe siècle. Et donc ici, vous avez une représentation évidemment très, très simplifiée, c'est plutôt un dessin, de la façon dont, autour du jeune soleil qui est en train de s'allumer, s'est développé un disque de poussière et de gaz, et au sein de ce disque de poussière et de gaz, ont accrété, par coalescence essentiellement des poussières, des planètes solides qui ont pu croître avec le temps. Dans le cas des planètes telluriques, donc de Mercure jusqu'à Mars, c'est essentiellement l'accrétion des solides qui permet d'expliquer la formation des planètes. Et la théorie marche pas mal, ou enfin à peu près, on a à peu près compris. Dans le cas des planètes géantes, on est dans une situation un peu différente parce qu'il s'agit d'expliquer la formation de grosses boules de gaz. C'est le cas de Jupiter et de Saturne. Alors il y a deux théories concurrentes actuellement dans la communauté sur la façon dont Jupiter s'est formé. Donc je vais vous les énoncer. Bon, la première s'appelle l'accrétion hétérogène, mais on s'en moque, ce n'est pas le problème. L'idée, c'est que Jupiter s'est formé d'abord comme la Terre. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un noyau de poussière qui s'est agrégé, donc une espèce de pelote, comme pour les planètes telluriques. La pelote a grossi, et dans le système solaire externe, au-delà d'une certaine masse, à peu près 10 masses terrestres d'après les modèles, la gravitation de ce noyau solide devient suffisamment importante pour que le gaz, qui est très abondant dans la nébuleuse pendant les premiers millions d'années, commence à tomber sur ce noyau. Et donc, vous formez dans un premier temps un noyau solide, à peu près 10 masses terrestres, et dans un deuxième temps, vous formez une enveloppe de gaz. Et si vous dépassez ces fameux 10 masses terrestres un peu critiques, eh bien, on peut parler, les calculs le montrent, d'un problème, d'une espèce de collapse gravitationnel. Donc le gaz tombe et en plus, le phénomène s'emballe. Donc en mettant juste 10 masses terrestres en jeu au départ, vous arrivez à gagner une énorme planète géante. Donc ça, c'est la première théorie, celle de l'accrétion hétérogène. La deuxième théorie, c'est celle de l'instabilité gravitationnelle. Elle consiste simplement à dire j'ai une nébuleuse qui a une certaine étendue, et puis elle s'est formée par effondrement d'un nuage interstellaire sur lui-même. Ben, au fond, l'histoire pourrait recommencer au sein de la nébuleuse, donc dans une sous-nébuleuse ici. Une partie du nuage ou de la crêpe qui forme le système solaire s'effondre sous l'effet de son propre poids, et finalement, c'est le gaz lui-même, par son instabilité, qui va former une condensation et qui va former une planète géante. Alors, ces deux scénarios sont à peu près incompatibles, évidemment, c'est l'un ou c'est l'autre, et on ne sait pas lequel des deux a été pertinent dans le cas de Jupiter et Saturne. Mais il y a une façon de distinguer, et c'est ça que Juno va faire, c'est que si effectivement l'accrétion hétérogène est correcte, eh bien, il y a des chances
pour que le noyau autour duquel le gaz s'est rassemblé soit encore présent. Donc si vous arrivez à voir, si je puis dire, à l'intérieur de Jupiter la présence de ce noyau solide, vous avez gagné et vous pouvez dire qu'effectivement l'accrétion hétérogène est la théorie pertinente. Si vous ne voyez pas ce noyau, ben là vous avez perdu par contre, parce que ça peut avoir deux explications. L'une qui est que c'est l'instabilité gravitationnelle, l'autre théorie qui gagne, et l'autre qui est que le noyau s'est dissous dans l'enveloppe gazeuse. Donc c'est quelque part, on ne peut pas discriminer. Donc Juno est allé là-bas pour essayer de caractériser en fait la présence d'un noyau solide au sein de Jupiter. Et pour ça, il le fait par les méthodes dites de la gravimétrie. C'est on essaie de passer le plus près possible de Jupiter, et à partir des perturbations de l'orbite, on retrouve la distribution des masses à l'intérieur du corps de Jupiter. Donc je dirais que c'est ça l'objectif principal de la mission Juno. Et pour aller juste un tout petit peu plus loin, donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'arriver à valider un modèle comme celui-ci de la structure interne de Jupiter, dans laquelle vous avez au départ un noyau de glace et de roche. Donc c'est celui qui aurait permis l'accrétion d'une enveloppe de gaz autour de lui. Ensuite, une énorme enveloppe d'hydrogène métallique. Bon, c'est de l'hydrogène simplement, et comme c'est à haute pression, il est dans l'état métallique. Et puis ensuite, la partie moins dense avec finalement l'atmosphère que nous connaissons, qui est finalement la seule partie de Jupiter que nous connaissons de l'extérieur. Donc Juno met en œuvre toute une série de mesures, la gravimétrie, le champ magnétisme et du sondage radio passif pour essayer de caractériser finalement les différentes couches qui sont présentes dans cette structure interne de Jupiter. Alors pour faire ça, la mission Juno, la voilà ici. Elle avait pour objectif donc, de se mettre en orbite polaire. Donc vous avez ici la première orbite polaire, la numéro 1. De se débrouiller pour ne pas trop rentrer dans les ceintures de radiation qui sont ici, parce qu'elles sont extrêmement dangereuses. Et donc de passer environ 35 fois très très près de la surface pour faire les mesures de gravimétrie. Donc vraiment caractériser la répartition des masses à l'intérieur, c'est ça l'objectif. Alors le plan a légèrement changé parce qu'au départ la NASA voulait passer sur une orbite de 14 jours, pas 11 comme c'est ici. Et puis quelques temps après la mise en orbite, elle s'est aperçue que le moteur n'était plus fonctionnel. Donc on est resté sur l'orbite initiale de 53 jours, mais c'est pas grave. La mission va durer simplement plus longtemps. Je pense qu'elle durera jusqu'en 2020 ou 2021. Donc Juno actuellement est en train de faire ces mesures. Et à chaque passage au-dessus des pôles, évidemment, on a des images tout à fait spectaculaires, comme celle-ci, ici, une image de Jupiter vue au-dessus des pôles, où on voit tous les systèmes de vortex dans la circulation atmosphérique très compliquée qui prévaut dans les zones polaires de Jupiter et qui sont très très différentes de la structure en bande que l'on voit quand on regarde à plus basse latitude. Donc ça, c'est une image assez originale de Juno de son atmosphère. Et puis, évidemment, je ne résisterai pas, étant magnétosphériste, à vous montrer également cette belle image des aurores de Jupiter, aurore polaire nord dans ce cas-là, qui est prise par la caméra GIRAM, donc la caméra infrarouge de Jupiter. Donc c'est une image infrarouge et l'aurore que vous voyez là, c'est l'aurore produite par l'émission de l'ion H3+. Donc l'hydrogène 3 avec 1 degré d'ionisation. Donc voilà ce que fait Juno actuellement et il faudra attendre, je le crains, 1 ou 2 ans pour commencer à dire si effectivement on a détecté et caractérisé la présence d'un noyau à l'intérieur. Alors ça, c'est pour parler des origines, donc comment Jupiter s'est formé. Et en même temps, eh bien, on a commencé à aller regarder du côté des satellites, c'est-à-dire de l'habitabilité, avec des objectifs qui sont très clairement, comme on l'a vu, essayer de comprendre la structure interne des 2 lunes océans, Ganymède et Europe, et de voir si elles sont habitables avant de savoir si on pourra aller y chercher la vie. Donc ça, c'est l'étape 2 de l'exploration de Jupiter. Elle est réalisée par une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne dont Jean Broquet a parlé tout à l'heure dans l'introduction et qui est effectivement construite en ce moment même à Toulouse par Airbus Defence and Space sous contrat de l'Agence spatiale européenne. Et donc JUICE va se mettre en orbite
dans le système de Jupiter, faire une exploration très complète du système de Jupiter dans son ensemble, en survolant l'ensemble des satellites, y compris Callisto en particulier, et Europe lui-même. Et ensuite, JUICE va se focaliser sur la caractérisation de Ganymède. Et donc Ganymède, vous voyez, on va essayer de vraiment comprendre comment c'est fait à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a un noyau de fer? Alors, on le pense parce que l'une des choses qui sont très originales dans le cas de Ganymède, c'est que c'est le seul satellite de tout le système solaire qui possède un champ magnétique intrinsèque. Voilà ici un modèle du champ magnétique de Ganymède qui a été bien sûr déduit des premières observations par la sonde Galileo. Donc voilà, ça c'est un objet vraiment très original. Donc on imagine qu'il y a un noyau de fer, comme c'est le cas en général pour les objets qui possèdent une dynamo, mais ça reste à vérifier. Ensuite, il y a une enveloppe rocheuse, et puis ensuite, il y a glace, eau, glace, et ça, bien sûr, on va essayer de caractériser avec les données de cette mission JUICE. JUICE va partir de Kourou en 2022, et donc devrait arriver à partir de 2029, faire une mission de 3-4 ans, et terminer en orbite autour de Ganymède avant de s'écraser à la surface de cet objet. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bien en route. Et je voulais juste signaler que Ganymède est un autre objet encore du système solaire qui possède des aurores polaires. Et ces aurores sont liées directement à la façon dont le champ magnétique ici de Ganymède interagit avec le champ magnétique de Jupiter. Et d'une certaine manière, ces aurores sont produites par l'interaction Jupiter-Ganymède de la même manière que les aurores terrestres sont produites par l'interaction du champ magnétique de notre planète avec le vent solaire. Donc on est simplement dans une espèce de modèle d'une magnétosphère en miniature au sein même de la magnétosphère de Jupiter. Alors Ganymède, c'est pas tout ça, mais il faut aussi s'intéresser à Europe, bien entendu. Et là, tout va bien, vraiment, c'est formidable, parce que nous, Européens, nous sommes spécialisés sur Europe, et nos amis américains ont décidé d'aller voir Europe. Donc l'un voit Ganymède et l'autre voit Europe. Donc la NASA vient juste cette année d'engager de façon, je crois, définitive, une mission qui s'appelle Europa Clipper, qui va aller survoler Europe. Alors, il y a des très gros problèmes de ceinture de radiation sur Europe. C'est très difficile d'y survivre longtemps, plus de quelques semaines ou 2-3 mois. Donc, la stratégie de la NASA consiste non pas à se mettre en orbite, mais à effectuer des survols multiples. Donc, il y en a 45 qui sont programmés. 45 survols avec des inclinaisons différentes de l'objet Europe qui vont permettre de le cartographier entièrement pendant cette mission. Et bien entendu, ce qui va intéresser la NASA et nous-mêmes, c'est à nouveau cette question de la structure interne d'Europe, donc la couche de glace, son épaisseur, l'océan, son épaisseur et sa profondeur, sa salinité, puisque l'océan est conducteur, et c'est cet océan conducteur en fait qui interagit avec le champ magnétique de Jupiter, et puis l'activité. Est-ce que ce plancher océanique ici est actif comme le plancher océanique de notre Terre, avec par exemple des dorsales, des points chauds, ainsi de suite. Et c'est ça qui va conditionner largement la question de la caractérisation de l'habitabilité de cet objet. Voilà, donc cette mission-là, elle est prévue en principe pour partir en 2022, et nos amis américains ont prévu de la lancer avec leur nouveau lanceur puissant qui s'appelle SLS, le Space Launch System, qui est un lanceur qui est prévu pour la prochaine vague d'exploration humaine. Et donc, il est ultra puissant et il permet de lancer Europa Clipper dans une trajectoire directe vers Jupiter, sans faire ce que nous faisons habituellement, qui consiste à faire du ping-pong avec les planètes pour gagner un petit peu d'énergie. Donc, du coup, en principe, s'ils ont cette fusée à temps, ils partiront en même temps que nous, mais bien entendu, ils arriveront avant, ce qui, vous vous en doutez, ne peut que les réjouir. Mais bon, c'est la compétition. Alors, voilà pour l'exploration du système de Jupiter. Et bien entendu, l'étape ultime, je dirais, ça sera d'aller chercher la vie. Et pour ça, il faudra choisir un objet, une cible.
et vraiment faire une mission d'atterrissage à la surface. On a une qui est prévue pour Europe, mais pour l'instant n'est financée ni d'un côté ni de l'autre, à laquelle nous travaillons avec nos amis de la NASA. Donc je vais maintenant vous parler de l'exploration de Saturne, et là c'est une perspective un petit peu différente, puisque celle-là elle est en cours, avec une mission absolument superbe. Donc l'exploration du système de Saturne, elle a commencé finalement pas très longtemps après Galilée. Vous voyez là le petit dessin qui montre les observations de Jean-Dominique Cassini à l'Observatoire de Paris, observatoire qui vivait ses premières années, qui avait été créé par le roi Louis XIV et par Colbert, et dont Jean-Dominique Cassini était le premier directeur. Et vous le voyez ici, déployer un certain nombre de méthodes d'observation. Donc essentiellement, il n'y avait pas encore des tubes dans les techniques qu'il utilisait à l'époque. Il a accroché des lentilles à la cornière ici de l'observatoire, et il se baladait dans la cour avec une feuille de papier pour essayer de trouver le plan focal et de former l'image en fait des satellites. Donc vous avez ici exactement la façon dont Cassini et ses aides, évidemment, parce qu'il n'était pas tout seul, observaient Saturne à l'époque. Et voilà, là, vous avez l'équivalent du cliché CCD, si je peux dire, de l'observation de Cassini à l'époque, avec le dessin de Saturne et de ses anneaux de la main de Cassini, et les notes de son cahier d'observation. Je signale que Jean-Dominique Cassini, qui était italien, parlait un excellent français et écrivait un excellent français, donc ces notes sont tout à fait remarquables. Donc ça, c'est le début. Et puis, ensuite, la suite de ça, bien entendu, c'est qu'on est allé voir sur place, et après Jean-Dominique Cassini, l'homme, la mission Cassini, a été lancée donc en 1997. C'était une mission conjointe de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, comme vous vous souvenez certainement. Et elle est encore actuellement en train d'explorer le système de Saturne. Je pense que c'est la mission la plus longue en orbite autour d'une planète géante. Et elle a donné des résultats absolument superbes, dont je voulais vous donner quelques extraits. Alors, premièrement, rappeler que Cassini est une mission exemplaire parce que, et je ne sais pas, il faudra peut-être attendre un certain temps avant qu'il y ait une reproduction d'un panel international aussi large. Mais Cassini est une mission très largement internationale. Vous avez tous les drapeaux de tous les pays qui ont contribué, avec évidemment les trois principaux qui sont les États-Unis, l'ESA, et puis l'Agence spatiale italienne qui a fourni le système de télécommunication. Mais évidemment, la France et le CNES ont été très présents. Et dans cette mission, nous avons donc l'orbiteur ici, qui a été donc développé par la NASA, et la fameuse sonde Huygens qui a fait l'atterrissage sur Titan. Donc Cassini en est maintenant à sa dernière année de fonctionnement. Donc vous voyez ici une représentation de la trajectoire de Cassini dans le système solaire interne. On est arrivé à l'orbite de Saturne donc juillet 2004, et depuis la mission principale jusqu'en 2008, puis une première mission étendue, Equinox, en 2010, deuxième mission étendue jusqu'en 2016-2017, c'est la mission Solstice. Et actuellement, donc, on est en train de se préparer, ça a commencé il y a juste quelques jours, dans la phase finale de cette magnifique mission. Donc, il s'agit ici d'explorer donc, le système de Saturne. Alors, le système de Saturne, il est très, très particulier. Il y a un seul gros satellite, mais il y a des anneaux, il y a beaucoup de petits satellites. Et évidemment, le clou du spectacle, si je peux dire, c'est Titan. Du moins, c'était ce qu'on pensait au départ. Et vous voyez, Titan, si on le compare ici à notre Lune, c'est à peu près la taille de notre Lune. Donc, dans cette exploration, évidemment, beaucoup de focalisation a été faite sur d'abord les anneaux et ensuite les satellites, et dont je vais vous parler des uns après les autres. Alors, les anneaux de Saturne sont évidemment un objet absolument fascinant pour les spécialistes de mécanique céleste, puisque les anneaux ne sont rien d'autre qu'une collection de particules qui sont toutes en orbite keplérienne autour de Saturne.
mais avec des structures dynamiques à l'intérieur qui sont absolument étonnantes. Il y a des gaps, la fameuse division de Cassini où il y a peu de particules. La taille des particules va du micron jusqu'à la centaine de mètres à peu près. Et la dynamique que l'on a pu observer avec Cassini dans ces anneaux de Saturne était absolument décoiffant, si je vous me permets l'expression. Donc voilà quelques exemples. Ici, vous avez une image qui montre le gap de Killer, dans lequel une petite lune, qui s'appelle Daphnis, ici, est en train de se balader. Donc en fait, elle est dans le gap, et elle a quelque part nettoyé les particules à l'intérieur de ce gap. Donc il n'y a pas de particules des anneaux à cet endroit. Il y a juste cette lune qui se déplace. Et vous imaginez donc ce qui se passe, c'est que on est partout en mouvement dit keplérien. Donc la lune, elle a une certaine vitesse orbitale, mais de ce côté-là, eh bien, le mouvement est dans ce sens-là, et de ce côté-là, le mouvement est dans l'autre sens. Et en fait, l'interaction gravitationnelle de la Lune sur les bords des anneaux produit des espèces de vaguelettes comme ça, dont on voit les développements de part et d'autre. Donc on a ici un laboratoire de dynamique gravitationnelle. Je ne dirais pas qu'il est gratuit parce qu'il est un peu cher, mais en tout cas tout à fait exceptionnel pour comprendre comment un système comme ça peut fonctionner. Et il faut tout de même se rappeler que dans les disques de poussière au sein desquels se forment les planètes autour des étoiles jeunes, se produisent des processus de ce genre. Donc c'est vraiment une occasion unique de le comprendre ici en temps réel. Alors un autre exemple aussi, où vous voyez qu'il y a un certain nombre sur le bord d'un anneau, il y a en fait une troisième dimension qui se développe. Il y a probablement des particules qui sont en sustentation de part et d'autre. Et on le voit très bien parce qu'on voit l'ombre portée en fait de toutes les irrégularités qui se produisent sur le bord de l'anneau. Donc là aussi, les théoriciens évidemment sont ravis de ce genre de phénomène. Et je vais vous en montrer encore un autre. Voilà, c'est un petit satellite Daphnis, on le voit de plus près là. Et on voit la façon dont, en se déplaçant à l'intérieur donc, de ce gap, il produit une onde à la limite inférieure du gap. Le même phénomène doit se produire de l'autre côté, je pense, un petit peu plus loin. Et puis enfin, je vais le garder en quelque sorte pour la bonne bouche. Une chose qui semble avoir été découverte par Cassini, c'est qu'on voit apparaître sur le bord externe de la NOAA, ici, une espèce de, je dirais, un grumeau qui se développe. Et ce grumeau, on considère que c'est un espèce de petit satellite qui est en cours de formation. Donc, quelque part, on voit en fait l'accrétion planétaire telle qu'on l'imagine dans les théories de la formation des planètes. Là, on voit en vrai, et dans un temps assez court, la formation d'une petite étoile, d'une petite lune qu'on a appelée gentiment Peggy. Donc, bien vu à Peggy. Et bien entendu, c'est une observation extrêmement intéressante du point de vue de la compréhension des mécanismes de formation des planètes. Alors ensuite, je passe bien sûr aux satellites. Alors, Saturne a une très très grande diversité de satellites de taille très variée et beaucoup de satellites irréguliers. Donc là aussi, ça nous apprend beaucoup de choses sur ce que donne la formation des petits objets au sein d'une nébuleuse telle que la nébuleuse qui a créé le système de Saturne. Mais je vais quand même donner la primeur, bien sûr, au clou du spectacle dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, le principal intérêt, quand on est parti vers Saturne, on avait décidé que c'était Titan, et que Titan était vraiment un objet astronomique et astrobiologique d'une extrême importance, puisque avec Voyager, on avait détecté, et ensuite avec les observations au sol, dans l'atmosphère opaque de Titan, toute une série de molécules d'hydrocarbures qui étaient le témoignage du fait qu'une activité chimique complexe se déroulait dans cet environnement atmosphérique. Ça a motivé, bien entendu, la fabrication de la sonde Huygens et la mission Huygens. Et vous vous souvenez que Huygens, donc ça c'est évidemment une vue d'artiste, il n'y avait personne pour prendre l'image. Huygens a parfaitement réussi sa mission,
C'était le 14 janvier 2005, pour ceux qui s'en souviennent. Ça a été une première européenne, puisque c'était l'Europe qui, pour la première fois, se posait à la surface du satellite d'une planète géante. Jusqu'à présent, ça n'a toujours pas été égalé. Et donc, un résultat absolument extraordinaire. Et pendant la descente, eh bien, on a vu pour la première fois ces paysages titanesques, si je puis dire, extrêmement surprenants, avec des collines, des réseaux fluviatiles, et puis tout ce qui se passait près de la surface. Donc on a découvert que la géologie de Titan était extrêmement diverse. Et ceci, ça s'est vraiment confirmé par la suite, puisque après la mission Huygens, de nombreux survols de Titan par Cassini ont eu lieu. En fait, je vous rappelle que Cassini resurvole Titan à chaque orbite. C'est le principe même de sa navigation dans le système. Il utilise les survols de Titan pour orienter son orbite et aller voir un endroit ou un autre. Et donc, on a accumulé une connaissance au cours du temps de Titan qui est absolument exceptionnelle. Et ce que l'on retient, c'est que Titan est un monde extrêmement divers et il mérite bien ce terme qui avait été donné avant même la mission de terre congelée. Sur Titan, vous trouvez un petit peu tout ce qu'on trouve sur Terre, des lacs et des mers, comme ici. Vous avez une représentation d'une photo radar de l'un des lacs près des pôles de Titan. Alors la seule différence avec nos lacs à nous, c'est que c'est un lac d'hydrocarbures, méthane et éthane. Ensuite, vous avez des dunes. Il y a des endroits où il y a des déserts et des dunes qui sont produites donc, par l'interaction de la surface avec un vent. Le vent est très très intense sur Titan parce que Titan c'est 1,6 fois la pression atmosphérique terrestre, donc c'est très dense. Il y a des montagnes également relativement élevées. Et puis il y a des nuages, donc il y a toute une météorologie assez compliquée. Et il y a, c'était l'endroit où s'est posé Huygens, des lits de rivières asséchés, donc des endroits qui sont devenus des déserts. Donc Titan, pour résumer, c'est vraiment cette terre congelée que l'on avait prévue, mais par contre la diversité des paysages a largement dépassé ce que nous attendions. La structure des lacs et des affluents est vraiment très complexe, et il faut bien comprendre que, en gros, Titan, c'est une terre dans laquelle on a pris l'eau, on l'a remplacée par le méthane, et on est dans des températures où le méthane est proche du point triple, donc liquide, solide et gaz, tout comme l'eau est proche du point triple sur Terre. Donc finalement, le méthane remplit la fonction que remplit l'eau sur Terre. Il peut donc s'évaporer, former des nuages, précipiter, ruisseler et façonner le paysage de la même manière que ce qui se passe sur Terre. Mais il le fait non pas sur des roches granitiques comme sur Terre, mais sur une surface qui est essentiellement une surface de glace posée elle-même sur un océan subglaciaire. Donc Titan, c'est clair qu'il faudra y revenir. C'est un monde absolument fascinant. On s'y attendait quelque part et ça est allé au-delà de nos espérances. Par contre, celui-là, Encelade, alors je peux vous dire qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est un petit satellite de 200 km ou à peu près 250 km de rayon. Et Encelade nous a surpris parce que normalement, un satellite de 250 km bien élevé, il ne devrait pas avoir d'activité. Il devrait être à peu près mort, solide, avec plein de cratères partout. Or, vous voyez tout de suite sur Encelade, il y a une partie qui est cratérisée, donc effectivement un monde qui est à peu près mort, peu actif géologiquement. Et puis, au sud, vous voyez une surface lisse avec des lignes de fracture. Et là, effectivement, les cratères ont disparu. Donc, on a découvert, en fait, avec Encelade, des choses qu'on n'attendait pas. Alors, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'au départ, on n'a pas commencé par observer Encelade avec les caméras. On a survolé Encelade et on a mesuré le champ magnétique dans le voisinage d'Encelade. Vous voyez que le champ magnétique est représenté ici, c'est le champ magnétique de la magnétosphère de Saturne. Et on s'est aperçu que le champ magnétique de Saturne était perturbé par Encelade dans son voisinage, mais d'une façon qui était complètement asymétrique. Et que la perturbation n'était pas du tout à l'endroit où est Encelade, mais qu'elle était au sud.
Donc là, on a commencé à se dire, tiens, c'est bizarre, il y a un obstacle au champ magnétique qui n'est pas à l'endroit que l'on attend. Et les survols suivants ont permis de cibler cette zone et de faire apparaître donc, ce qui se passait, à savoir que le pôle sud, la zone sud de Titan, est criblé de jets actifs. Donc ce sont des jets d'eau en fait qui sortent de la surface d'Encelade et qui montent à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Et ces jets actifs donc, sont évidemment la traduction d'une lune extrêmement active. Alors ces jets actifs en plus, eh bien, ils ont des effets à très long terme. Là, vous voyez, c'est une image prise par Cassini loin de Encelade, et Encelade est juste ici. Et quand on va loin, on s'aperçoit en fait que les jets d'eau de l'Encelade en fait, se mettent à occuper toute l'orbite et forment ce que l'on appelle l'anneau E. Et cet anneau E, je me souviens très très bien pendant la phase où nous préparions cette mission avant d'arriver sur Saturne, on avait beaucoup de mal à en comprendre l'origine. Et là, on a eu l'explication. Elle était très très inattendue. Donc c'est un anneau qui est un anneau en fait de particules de glace produites par les geysers d'Encelade. Ensuite, on a pu voir de plus près avec de la thermographie, disons, on a regardé en infrarouge. Vous mesurez en infrarouge la température de surface et on s'aperçoit qu'il y a des lignes de fracture qui sont beaucoup plus chaudes près des pôles et qui sont la traduction du fait qu'il y a une activité, on va dire géothermale, très importante près de la surface de... voilà. Tiens, je ne sais pas pourquoi c'est... Oui, voilà. Une diapo mauvaise, c'est pas grave. Donc petit à petit, à la fin de la mission Cassini, on est arrivé à ce modèle dans lequel on représente Encelade avec une couche de glace et un certain nombre de cheminées hydrothermales qui donnent naissance à des geysers qui s'expriment vers l'extérieur. Et aux dernières nouvelles, et grâce en particulier à la gravimétrie, on sait maintenant que cet océan, cette couche d'eau liquide qui nourrit les geysers, elle est en fait globale et que probablement il y a sur Encelade comme sur Europe et Ganymède un océan global qui couvre la totalité du corps. Et ça aussi, c'était quelque chose d'extrêmement inattendu. Alors c'est très important évidemment parce que si effectivement on a cet océan global qui est posé sur une couche de roches ou de silicates, eh bien on a des perspectives intéressantes et on ne peut s'empêcher de penser à ce qui se passe sur Terre près des sources chaudes à la surface des océans, donc des planchers océaniques, donc les fameux fumeurs noirs, et on peut imaginer donc que quelque chose comme ça se passe de la même manière sur Encelade. Voilà, alors Cassini va bientôt terminer son aventure, et je voulais vous en parler en quelques mots. Donc on appelle ça la grande finale, c'est la dernière phase. Elle a commencé il y a 2 jours en fait, puisqu'on s'est mis il y a 2 jours dans une orbite qui va nous emmener vers la dernière séquence des orbites de Cassini. Et cette dernière séquence, la voilà. Jusqu'à présent, vous imaginez bien que les orbites de Cassini étaient organisées pour rester un petit peu loin des anneaux. Et là, on est passé sur une orbite polaire, donc on est dans un plan polaire méridien, et on va effectuer toute une série d'orbites qui vont nous faire passer régulièrement et de façon répétée entre la planète et les anneaux. Et donc ça va donner évidemment une séquence extrêmement spectaculaire voilà, alors voilà en gros ce que nous allons voir et ça va commencer bientôt. Donc on va vraiment passer sous les anneaux et entre les anneaux et la planète et ceci de façon répétée. Alors, je pourrais vous le montrer 50 fois, mais bon, je vais m'arrêter peut-être. Bon. Voilà, alors voilà le genre de paysage. Là, évidemment, c'est une vue d'artiste auquel on va avoir droit avec Cassini. Pour la première fois, on va voir en dessous de nous l'atmosphère de Saturne avec toute sa complexité et au-dessus de nos têtes un ciel dans lequel brillent les anneaux de Saturne. Dans cette phase, évidemment, on va passer sur des orbites qui vont passer très près de la planète. Elle a évidemment un intérêt scientifique très très important.
Elle va durer jusqu'au 15 septembre 2017, donc gardez la date, puisque le 15 septembre 2017, là, on va se précipiter dans l'atmosphère de Saturne et détruire la mission. Et ça sera donc la fin. Donc, vous voyez qu'on en est très très proche. Entre-temps, on a des enjeux scientifiques extrêmement importants, mais je suis sûr que vous avez déjà deviné. La première, c'est évidemment de faire la même chose qu'avec Juno, puisqu'on va passer très très près de la planète. On va essayer de détecter par gravimétrie ce qui se passe à l'intérieur. Donc, de la même manière que pour Jupiter, essayer de voir si à l'intérieur de Saturne, il y a un noyau de glace et de roche avec autour le manteau d'hydrogène métallique. Donc ça, c'est l'idée la plus évidente. Et puis, une deuxième, et là, je vais lancer un petit concours. C'est que, je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question, mais mesurer la masse des anneaux de Saturne, c'est pas facile. Donc là, on a une occasion de le faire. Vous imaginez avec une orbite qui passe un coup à l'intérieur et un coup à l'extérieur, vous faites la différence, je résume, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Vous faites la différence entre les champs de gravité que vous mesurez quand vous passez sous les anneaux et au-dessus des anneaux, et en gros la différence c'est la masse des anneaux, enfin, c'est l'effet de la masse des anneaux. Donc en principe, à la fin de la mission, on pourra donner un chiffre sur la masse en nombre de tonnes, enfin de milliers de tonnes, des anneaux de Saturne. Et donc, la mission Cassini a eu l'idée de dire « Ah, ben on va lancer un concours ». Donc, vous avez jusqu'au, je ne sais plus, 15 juillet, quelque chose comme ça. Vous pouvez écrire à la NASA et vous mettez sur un petit papier votre estimation de la masse des anneaux de Saturne. Et celui qui aura gagné, je ne sais pas ce qu'il aura, mais en tout cas, il aura la reconnaissance de la NASA. Donc, alors, ne manquez pas l'occasion, hein, parce que ça ne va pas se reproduire souvent. Voilà, donc pourquoi est-ce que Cassini est détruit, juste le dernier point? Bien, tout simplement parce qu'on est en fin de mission et dans le système de Saturne, comme vous l'avez compris, il y a au moins 2 objets qui ont un intérêt astrobiologique, Titan et Encelade. Et les lois de la navigation interplanétaire, enfin de la navigation planétaire, sont qu'on n'a pas le droit de laisser en orbite une épave qui pourrait rentrer en collision avec un corps d'intérêt astrobiologique qui pourrait porter la vie. Donc il faut détruire l'objet avant que ça se produise. Donc c'est une obligation donc, de détruire Cassini en le faisant brûler dans l'atmosphère de Saturne. Et c'est ce qui va se produire donc, en septembre 2017. Un dernier petit point avant de terminer. Je vais vous parler du système de Pluton, puisque plus loin encore du système solaire, on a des objets qui sont en gravitation relative. Pluton donc, a été survolé par la sonde New Horizons le 14 juillet 2015, si je me trompe. Et Pluton, c'est un ensemble de 2 objets, en fait, Pluton et Charon, qui orbitent l'un autour de l'autre. Et comme on va le voir, c'est aussi un petit système planétaire dans le grand. Alors, l'histoire de Pluton est intéressante parce qu'elle remonte en fait à la dernière phase de la découverte des objets du système solaire. C'est ce monsieur, donc Percival Lowell, qui était le directeur de l'observatoire de Flagstaff, qu'il avait créé à la fin du XIXe siècle, qui avait regardé les anomalies des orbites d'Uranus et de Neptune et qui en avait déduit qu'il devait y avoir une 9e planète un petit peu plus loin. Et il est décédé avant de pouvoir réaliser son objectif, mais il avait laissé la consigne qu'on fasse une série d'observations pour essayer de trouver cette 9e planète. Et cette observation, en fait, c'est l'observatoire qui s'appelait donc Lowell, après sa mort, à Flagstaff, qui l'a conduite. Et pour la conduire, il a lancé le recrutement d'un observateur. Et cet observateur, c'est ce monsieur. C'est donc Clyde Tombaugh, que vous avez ici. Clyde Tombaugh était un garçon de ferme, en fait, de l'Illinois, qui était un astronome amateur, mais qui s'était beaucoup investi dans la construction de petits télescopes amateurs pour observer le ciel. Il avait fait des belles images de Mars et de Jupiter, et il avait écrit spontanément, c'est une candidature spontanée en quelque sorte, à l'observatoire Lowell à Flagstaff, pour dire qu'il voudrait leur aide pour mieux observer les planètes. Et ils ont été tellement impressionnés par la qualité des images qu'il leur avait envoyées qu'ils ont recruté Clyde Tombaugh pour être
observateur. Et il a été mis sur ce petit télescope qui était dédié à la recherche de cette fameuse planète X. Et en 1930, après plusieurs mois d'observation, donc Clyde Tombaugh a eu la chance de découvrir finalement cette planète Pluton. Alors, la découverte n'était pas triviale, au cas où vous en douteriez, puisque la méthode était celle qu'on appelle du télescope à clignotement. Donc on prend 2 clichés à quelques jours d'intervalle. Vous voyez, dans le champ du ciel, il y a quand même beaucoup d'objets. Et le jeu consiste à essayer de voir s'il y a un point qui a bougé. Et alors, ben oui, alors là, il y a un point qui a bougé, voilà, ici et là. Mais bon, franchement, il fallait quand même être persévérant pour le voir. Et donc, en tout cas, Tombaugh y est arrivé. Et il a comme ça permis de découvrir cette 9e planète qui ensuite a été transformée en planète naine, mais peu importe. Alors, on est allé voir de plus près, et donc le système de Pluton, aujourd'hui, on s'est aperçu que c'est un petit système planétaire finalement. Il est représenté ici avant l'arrivée de la sonde New Horizons, Pluton Charon. Donc, c'est un système double en fait, sont en calage de face, donc ils se regardent l'un l'autre, comme la Lune regarde la Terre en permanence avec la même face. Pluton et Charon donc se tournent en se regardant l'un l'autre, ainsi de suite. Et autour d'eux, il y a donc 4 satellites beaucoup plus petits qui tournent. Donc, on ne sait pas trop exactement comment ce système s'est formé. Il s'est probablement formé par capture gravitationnelle des objets pendant l'évolution de la ceinture de Kuiper, mais c'est quelque chose qui reste encore ouvert. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'observation de Pluton de près par le passage de la sonde New Horizons a révélé un paysage extrêmement varié, avec toute une série de reliefs auxquels on ne s'attendait pas du tout. Des cratères, bien sûr, ça on s'y attendait, mais aussi des montagnes, des plaines, des dunes, donc toute une série de choses auxquelles on ne s'attendait pas sur un objet dont on pensait qu'il était géologiquement mort depuis longtemps. De la même manière, on a pu observer les petits satellites de Pluton et Charon, ici, et vous avez les 4 satellites, Hydra, Kerberos, Nix et Styx, à l'échelle de Charon, qui est lui-même le petit satellite de Pluton. Et puis enfin, l'objet Charon lui-même, qui lui aussi est un objet très intéressant. Comme vous voyez, il est cratérisé, mais il a aussi un canyon, il a toute une série de failles qui montrent qu'il a une espèce d'activité géologique. Et il y a au sommet, près du pôle, une zone brune qui est probablement liée à des dépôts de matériaux de type organique en provenance de l'échange avec Pluton lui-même. Voilà, alors pour terminer, je voulais faire un petit point sur l'étape suivante après cette exploration et cette recherche de l'habitabilité dans le système planétaire. La question de fond, c'est où chercher la vie. Alors si on résume, la vie, on la cherche là où il y a de l'eau liquide, un environnement stable, les fameux SNOPS, comme on dit, c'est-à-dire les atomes constitutifs des molécules de la vie, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, et puis de l'énergie. Après quelques décennies d'exploration du système solaire, on sait maintenant qu'il y a 2 types d'habitats dans le système solaire où regarder. Les habitats de surface, c'est-à-dire là où l'eau est liquide en surface, et ça c'est dans la zone des planètes telluriques, c'est essentiellement la Terre, et c'est marginalement Mars, probablement Mars, pendant les premières périodes de sa vie. Et puis il y a une 2e type d'habitat, ce qu'on appelle les habitats profonds, Europe, Ganymède, et puis Titan et Encelade. Et là, il faut aller chercher sous la glace, dans les océans subglaciaires, pour voir si effectivement il y a de la vie. Donc évidemment, c'est un degré de complexité supérieur dans notre quête. Mais ça sera, je pense, le grand défi des missions planétaires qui vont succéder à Cassini, et puis ensuite à Gios et à Europa Clipper. Donc la génération suivante des missions, elle va aller chercher la vie sur ces lunes océans. Et je pense que c'est là-dessus que je voulais vous laisser en perspective,
Alors, il y a un petit film qui a été fait par mes amis de la télévision américaine. Je ne sais pas s'il marche. On va essayer. Car il y a un grand débat, en particulier aux États-Unis aujourd'hui, mais dans la communauté scientifique d'une façon générale, sur la question, faut-il aller voir Encelade ou Europe? Saturne ou Jupiter? Alors je peux vous dire qu'il y a des adeptes des deux côtés, qui ont tous évidemment des arguments aussi bons les uns que les autres. Je ne sais pas s'il y a le son là. Non, ben c'est pas le son. I know the best moon for Sean. Oh, so do I. Are you thinking of that frozen little moon off the gas giant in the outer planets? Exactly. Ice on the outside, a warmer liquid Donc c'est ocean une scène on de the ménage inside. au sujet de ce débat. Really fascinating because the warm ocean underneath may support life. Right. You mean Saturn's Jupiter's moon, moon, Enceladus. Europa? No, not Saturn's moon, Jupiter's. Hun, I'm talking about Enceladus, not Europa. Sweetie, you've got the wrong moon. No, you do. Enceladus is the best one. Well, that depends on how you define best. Maybe they're both best? Well, Enceladus is the best to me because it's the first moon in this solar system that I filed a travel report on. Well, that's funny because I remember filing one of my finest reports on Europa. Carrot, darling, I'm just gonna say it. Sunspot. Oh, there are oodles of moons out there, and most of them are nice. Some are covered in volcanoes, and some are made of ice. Some moons are big as Mercury, some are barely consequential. But there's a moon I love the most. To me, it's just essential. Enceladus, oh, it's a must. Those other moons, they're just a bust. Superior in every way to every other moon, I say. I'll take Enceladus. Well, I've been from here to Betelgeuse and around this solar system, and if there are better moons out there, I guess I must have missed them. 'Cause I know a moon that beats them all. Look through your telescope, you'll see the shiniest, iciest moon. It's Jupiter's Europa. Nopa, not Europa. Enceladus is best. Enceladus? Enceladus. No, Europa wins the test. Enceladus. Europa! Enceladus. Europa! Mom and Dad? As much as I appreciate a good argument in song, I have an idea. Yes, Jet? How about we fly Sean out to both of those moons, and then he can be the first human to step on each one. Then Sean can decide which moon is better. Watch Ready, Jet, Go weekdays on your PBS Kids station or any... Ok, donc voilà, donc la scène de ménage se termine bien puisque les enfants ont trouvé la solution. On va aller voir les deux lunes. Non, c'est juste, c'est un peu plus cher. Et je vais vous laisser donc sur cette belle photo de Cassini que j'aime beaucoup, qui est une photo qui est prise donc dans l'éclipse, dans l'ombre du soleil, et où on voit les anneaux éclairés par le soleil qui est derrière le disque, et on voit dans la même photo finalement tout le système solaire interne, Mars, Vénus, la Terre et la Lune. Et ma foi, nous sommes ici. Donc on voit le système Terre-Lune pris par Cassini depuis l'orbite de Saturne. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors il est un petit peu plus tard que d'habitude, mais il y a quand même le temps pour des questions. Alors allez-y. Oui, voilà. Oui, je voulais juste savoir comment est-ce qu'on sait que dans les satellites comme Ganymède et Europe, comment est-ce qu'on sait qu'il y a de l'eau liquide? Comment est-ce qu'on peut faire la distinction? En fait, dans le cas d'Europe, ça a commencé avec Europe, mais la principale signature, c'est la signature magnétique. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça doit t'intéresser. C'est-à-dire qu'on a mesuré avec le magnétomètre de Galiléo un signal qui ne pouvait être expliqué que par l'existence d'une couche de courant dans un conducteur qui était sous la glace.
Et oui, d'ailleurs, ça a été fait en particulier par Christophe Zimmer. Et donc, c'était ça le point de départ. Et ensuite, les modèles géophysiques de structure interne montrent qu'on peut calculer la température de la glace quand on descend en pression. Et effectivement, on traverse la transition de phase qui va vers l'eau, quoi. Donc, c'est conforté par les modèles. Mais les premières indications sont essentiellement magnétiques. Et ensuite, dans le cas d'Encelade, ils ont regardé les mouvements de rotation-libération du corps et ils ont réussi à démontrer que la couche de glace était découplée du mouvement intérieur. Dans la formation des systèmes de planètes, vous avez parlé de disques, mais est-ce qu'il n'y a pas dans une version plus primitive une boule? Oui, avant le disque, il y a une espèce de boule qui est le résultat de l'effondrement gravitationnel. Et ensuite, s'il y a du moment cinétique à évacuer, le système évolue assez naturellement entre un objet central qui va prendre l'essentiel de la masse et un disque qui va prendre l'essentiel du moment cinétique. Je dis très simplement. Mais hein? Oui. Oui, il reste une partie en sphérique, oui. Mais avec une contribution à la masse qui est très très faible, quoi. Pour ici, pour Encelade, vous avez présenté une moitié cratérisée, une moitié avec une activité volcanique. Comment vous expliquez qu'il y ait cette asymétrie en fait de l'activité sur Encelade? Pourquoi il n'y a qu'une partie, la partie sud, je crois, qui est active et pas la nord? Honnêtement, on ne sait pas très bien. Hein. Disons que pour un objet de cette taille, c'est déjà très surprenant qu'il y ait une activité à un endroit. Ce qu'on peut imaginer, c'est que quand le corps a une certaine taille, l'activité est globale. Et pour un corps beaucoup plus petit comme Encelade, elle va s'exprimer que dans une zone. Mais je ne connais pas les détails des modèles. Et en plus, la découverte de l'océan global est récente. Donc elle remet en cause tous les modèles qu'on avait faits ces dernières années. En ce qui concerne la constitution des anneaux, vous avez parlé de microparticules, vous avez parlé de microsatellites qui se promènent entre les couches. Y a-t-il des anneaux qui sont constitués spécifiquement de gaz? Oui, alors ce ne sont pas les anneaux principaux. L'anneau principal de Saturne est un anneau de poussière et de corps solide. Mais il y a effectivement des anneaux de gaz en orbite autour de Saturne. Dans ce que j'ai montré là de l'anneau E, une partie est gazeux. Et d'une manière générale, il y a du gaz diffus dans tout l'environnement de Saturne et dans sa magnétosphère. Donc on a un peu toutes les composantes, effectivement. C'est de l'hydrogène et c'est de composés de l'eau qui sont décomposés. Est-ce que les résultats de Rosetta ont influencé la vision qu'on pouvait avoir du développement de la vie sur les satellites de Jupiter et sur Titan? À ma connaissance, la connexion ne s'est pas encore faite, mais ça va arriver. C'est encore un peu jeune, je dirais. Mais peut-être que je ne connais pas suffisamment la littérature là-dessus. Je souhaiterais connaître la taille des 4 satellites de Jupiter. Ils sont tous de l'ordre de la taille de la Lune, un peu plus gros, un peu plus petit, donc 2500-3000 km. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il y a des planètes telluriques qui sont près du Soleil et celles qui sont loin du Soleil qui sont gazeuses? Pourquoi cela?
Alors, avant la découverte des exoplanètes, on avait une très très bonne explication pour ça, qui a été un peu remise en cause justement ces dernières années. Et en fait, tout marchait très très bien, parce que dans la nébuleuse présolaire, il y a un gradient de température. Enfin, il fait plus chaud au centre et il fait plus froid à l'extérieur. Donc près du centre, l'eau, enfin ce qu'on appelle les éléments volatiles, donc typiquement l'eau, le méthane, l'ammoniac sont à l'état gazeux. Et puis vous allez jusqu'à une certaine distance, on passe ce que l'on appelle la ligne de glace, et il neige quoi. Donc au-delà d'une certaine distance, l'eau est solide, de même que le méthane et l'ammoniac. Donc à cause de ça, à l'intérieur de la ligne de glace, qui se situe à peu près à l'orbite de Jupiter typiquement, les matériaux solides, c'est uniquement les métaux et les roches, quoi. Donc les matériaux qui justement permettent de fabriquer les planètes telluriques. Donc ça tombe bien. Par contre, à l'extérieur de la ligne de glace, il y a beaucoup plus de matériaux solides disponibles, en plus du gaz de la nébuleuse. Et donc on peut former des corps solides beaucoup plus massifs, mais qui sont des mélanges de glace et de roche. Donc pour résumer, à l'intérieur de la ligne de glace, c'est assez naturel que les objets qui se forment soient des objets du type des planètes telluriques. Et à l'extérieur, on s'attend à avoir des objets beaucoup plus massifs. Et la théorie de l'accrétion hétérogène dont j'ai parlé tout à l'heure tire avantage de ça, en disant à l'extérieur de la ligne de glace, je forme des espèces de petites planètes, de planètes telluriques beaucoup plus massifs, en fait des objets solides beaucoup plus massifs, et eux vont permettre d'accréter le gaz. Donc c'est là qu'est la transition. Donc tout allait bien. Juste au jour où on a commencé à explorer la distribution des planètes autour des autres étoiles, et on s'est aperçu que ce modèle du système solaire qui était parfaitement logique et cohérent, il était en effet logique et cohérent, sauf que c'était le seul endroit où on l'observait. Partout ailleurs, c'est pas comme ça, à peu de choses près. Vous avez des Jupiters très près des étoiles, vous avez de la migration qui fait que dans la zone où nos planètes théoriques se sont formées, très probablement elles ont été balayées par la migration des planètes géantes qui tombent sur les étoiles. Donc ce sont des mondes très très différents. Voilà. Donc il s'est passé pour le système solaire probablement un scénario très particulier, en tout cas c'est ce que disent les spécialistes, ce que je ne suis pas, qui a fait que cette zone où se forment les planètes telluriques a été protégée des mouvements et des migrations des planètes géantes. Voilà. En gros, aujourd'hui, c'est ça qu'on sait. C'était une excellente question, merci. Oui, je voudrais vous poser 2 questions. Ah oui, pardon. 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 Deux questions. D'une part, la photo qui est derrière vous, on voit bien les anneaux. Je suppose que c'est une vraie photo optique. Oui. Pour les voir comme ça, c'est que la densité de débris divers dans les anneaux doit être quand même assez grande. Vous avez parlé des tailles des objets, mais donc ils sont certainement proches les uns des autres pour qu'on puisse avoir une image optique de ça. Est-ce que vous avez idée de la densité de ces matériaux? Et la deuxième question, c'était tout à l'heure quand vous avez parlé de l'avènement d'une nouvelle lune, vous avez parlé de deux anneaux qui pourraient être en sens inverse. Je pensais que tout ce petit monde tournait dans le même sens. Ah oui. Alors, sur la première, en réponse à la première question, donc on va dire le libre parcours moyen des particules dans les anneaux, c'est ça la question. Hein. Je pense que c'est quelques dizaines de centimètres, je ne suis pas sûr, mais à peu près de cet ordre-là. Et là, effectivement, la lumière que vous voyez, c'est la lumière diffusée, c'est la lumière du soleil diffusée à travers les anneaux, hein, en diffusion vers l'avant. Bon, il faut une grande densité, effectivement. Sur la deuxième question, là, ça c'est ce que j'ai montré. Oui, d'ailleurs, je pourrais remontrer l'image. Parce qu'effectivement, je n'ai pas été clair sur cette question de... Oups, hop. Partez pas, j'y arrive. Hop. Voilà, c'est ça, hein, si vous pensez à ça. Oui. Bon, alors, oui. Donc, je me suis mal exprimé.
on est en mouvement, ce qu'on appelle le mouvement keplérien. Donc simplement, là, la photo, en quelque sorte, c'est un instantané dans lequel on fige la photo par rapport à la position du satellite ici. Donc, à cause du mouvement keplérien, d'un côté, le mouvement relatif est dans un sens, et de l'autre, est dans l'autre sens. Mais bien sûr, dans le repère fixe, tout le monde tourne dans le même sens. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cisaillement keplérien, quoi. Voilà. Est-ce que c'est un corps qui n'intéresse pas les scientifiques ou il y a des projets non, en alors gestation? j'en ai pas parlé parce que pour l'instant, effectivement, on n'a que les survols de Voyager. Mais merci aussi de poser la question parce qu'en effet, si on regarde l'inventaire des objets du système solaire, les planètes telluriques, on s'en occupe, les géantes gazeuses, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, on s'en occupe, et Uranus et Neptune ont des structures internes un peu différentes, avec un gros manteau de glace et un petit peu de gaz par-dessus. Donc ce sont des objets qui sont d'une famille différente. Et c'est évident qu'il faut aller les explorer, parce qu'on ne va pas trouver la même chose que pour Jupiter et Saturne. Mais c'est juste que pour l'instant, ces missions n'ont pas été financées, mais il y en a plusieurs, enfin il y en a une en tout cas aux États-Unis qui est à l'étude, qui s'appelle Ice Giants Explorer, quelque chose comme ça. Il faudra la faire. Effectivement, c'est un grand trou. Est-ce qu'une mission longue comme Cassini pourrait être encore prolongée? Est-ce qu'on peut penser qu'elle peut être prolongée? Puisqu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir finalement. Oui. Est-ce qu'une mission comme Cassini pourrait être prolongée même si elle a déjà 20 ans? Comme il reste encore plein de choses à découvrir, pourquoi est-ce qu'on fait rentrer dans l'atmosphère de Saturne pour l'arrêter? Hélas. Non, la décision a été prise par la NASA de prononcer la fin de la mission. Donc la NASA considère qu'en gros, elle a tiré l'essentiel des fruits de cette mission. On a survolé beaucoup d'objets, on a fait beaucoup de mesures. Et je dirais comme toujours, il faut faire une comparaison entre le coût de la poursuite, parce que on ne l'a pas pour rien. Hein. Cassini, actuellement, il y a 200 à 250 personnes à JPL qui travaillent dessus. Donc c'est quand même une grosse mission. Je ne dirais pas à temps complet, hein, mais ça implique beaucoup de gens. Donc ça a un coût de fonctionnement annuel élevé. Et en regard de ça, il faut regarder bien entendu l'avantage de poursuivre l'exploitation scientifique. Bon, à un moment, la NASA fait le choix de passer à autre chose, quoi. Voilà. Et comme ils viennent d'engager maintenant Europa Clipper, c'est la première année où la mission Europa Clipper, la mission vers Europe, est inscrite au budget avec un budget conséquent qui fait qu'on l'engage. Ils vont passer à quelque chose d'autre. Et donc malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que je crains que ça ne soit irrévocable, sauf si il y a une manifestation d'intérêt mondial. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais deux questions. La première, est-ce que est-ce que la sonde Cassini a des instruments de mesure pour continuer des mesures atmosphériques de Saturne lorsqu'elle s'écrasera sur Saturne? Oui, il y a des spectromètres de masse, ions et neutres. Donc a priori, on essaiera de mesurer jusqu'au dernier moment. Malheureusement, ce dernier moment, c'est pas le moment où on va se désagréger et brûler. Ça se produira avant, parce que quand on va rentrer dans l'atmosphère de Saturne, il va y avoir des effets aérodynamiques et la sonde sera plus, je dirais, contrôlée. Et donc, dès le moment où elle va commencer à tourner et à dépointer son antenne de télécommunication de la direction de la Terre, même si elle prend des données, ça très bien, mais on ne les aura pas. Donc, parce qu'elles ne seront plus renvoyées à la Terre. Donc le vrai moment de la fin de mission, c'est le moment où l'aérodynamique agissant sur la sonde va la faire tourner, la faire basculer. Et à ce moment-là, ça sera la fin, on saura plus ce qui va se passer. D'accord. Juste une question d'ordre plus théorique.
Est-ce qu'on a déjà observé un système double de planètes gazeuses ou sinon, est-ce que ce système est théoriquement concevable? Système double de planètes gazeuses. Je ne sais pas, mais a priori, c'est pas impossible, parce que dans la formation stellaire, comme vous savez, les étoiles sont le plus souvent formées par binôme. La plupart des étoiles sont doubles. Je cherche une astrophysicienne dans la salle, au hasard. Hein. Katia, tu as une idée? Bon, beaucoup d'étoiles se forment comme des systèmes binaires. Et donc, dans la genèse des planètes, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, la formation des géantes gazeuses ressemble un petit peu à celle des étoiles. On sait même qu'il y a un continuum entre la masse des géantes gazeuses et la masse des étoiles qui allument leur réaction nucléaire. Donc, si je devais parier, je dirais que oui, probablement ça doit se produire. La nature est suffisamment diverse pour avoir aussi traité ce cas-là. Mais je n'ai pas de vérification. Très bien. Bon, oui, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci encore, Michel. Merci.